Monsieur le Président, chers amis UDC, liebe Freunde der SVP, chers amis UDC de toute la Suisse, à l'heure où notre section vaudoise célèbre son 100e anniversaire, je suis particulièrement heureux et fier d'accueillir les délégués de notre parti suisse ici, dans cette belle commune de Montricher où le regard porte loin, où l'air, en tout cas ce matin, est vivifiant et le cadre authentique. L'UDC y est chez elle. Bienvenue à elle, bienvenue dans le canton de Vaud. Vous m'avez aimablement demandé de procéder pour vous à une sorte de discours sur l'état de l'Union. Le temps nous étant compté, je me contenterai d'un bref aperçu de notre situation économique et de quelques considérations complémentaires sur 3 défis d'avenir qui me paraissent cruciaux pour la prospérité de notre pays. Pour commencer, vous aurez sans doute remarqué au cours de ces derniers mois que le Conseil fédéral était devenu un spécialiste des infrastructures. De fait, mes collègues et moi-même vous avons souvent répété que le bout du tunnel était en vue. Cette prudence qui a toujours le don d'exaspérer une certaine frange de la population n'est pas un artifice. Nous avons vraiment fait l'expérience d'un phénomène fluctuant, très difficile à appréhender, donc aussi délicat à prévenir. Toujours est-il que le Conseil fédéral n'est pas le docteur Mabuse. Lorsqu'il est question de santé publique, il ne peut pas se contenter d'hypnotiser les gens. Sa mission constitutionnelle est d'agir concrètement au profit de la santé publique, même si cela déplaît. Nous avons beaucoup parlé de résilience pendant la crise. C'est un mot à la mode, mais il est particulièrement approprié. Les faits et les statistiques attestent que l'économie suisse dispose, elle aussi, de cette capacité, alors que les prévisionnistes s'attendaient à ce que la crise la mette, au contraire, durablement à genoux. Les constats laissent entrevoir que les coûts liés au coronavirus dépassent légèrement les 6% du produit intérieur brut, ce qui représente un peu plus de 5 000 francs par habitant. C'est un montant certes élevé, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. La Suisse a très nettement limité la casse, ne serait-ce que par rapport à ses plus proches voisins. Ce résultat s'explique essentiellement par le fait que les restrictions sanitaires ont été beaucoup plus limitées chez nous que dans d'autres pays. Je pense notamment au couvre-feu, au confinement des protocoles draconiens que la Suisse n'a pas instaurés. La résilience, mesdames et messieurs, chers amis, naît aussi de la diversification de notre tissu économique. C'est bien connu, en mettant les œufs dans plusieurs paniers, on répartit mieux les risques. En clair donc, les voyants sont au vert, mais le ciel n'est pas encore totalement dégagé car les inconnues sont nombreuses. Le sort de la pandémie n'est pas scellé, les problèmes de capacité sont encore très présents et l'évolution des taux d'intérêt est imprévisible. Et s'il devait aller dans le mauvais sens, ces facteurs sont susceptibles de lourdement contrecarrer la reprise. Néanmoins, comme ministre du Travail, je peux également me féliciter d'une situation de nouveau positive sur le front de l'emploi. Entre septembre 2020 et septembre 2021, le chômage a reculé de 20% et même de près de 35% pour le chômage des jeunes de 15 à 24 ans et de plus de 8% pour le chômage des seniors. On peine peut-être à s'en souvenir puisque ces résultats éclipsent un peu les bouleversements passés. Mais au mois d'avril 2020, soit au moment où nous étions au sommet des demandes de réduction horaire de travail, il y avait 155 000 entreprises dans ce pays qui avaient introduit le chômage partiel et cette mesure touchait 1,36 million de travailleurs. Au total, ce sont donc ainsi plus de 534 millions d'heures de travail qui se sont volatilisées à cause de la pandémie. Et remettre l'économie sur les rails à l'issue d'une telle crise ne peut pas
raisonnablement se faire d'un simple claquement de doigts, ni sans une stratégie concernée. Et c'est pour ça que le Conseil fédéral a mis au point un programme de transition en 3 phases, une phase de normalisation, un accompagnement de la reprise et une phase de revitalisation. Il est censé rester un certain temps en action. Et dans les grandes lignes, la phase de normalisation prévoit la suppression progressive, et j'insiste sur cet objectif, des mesures de soutien extraordinaires qui ont été introduites pendant la pandémie. Des aménagements ponctuels sont néanmoins prévus pour éviter un arrêt trop brutal de ce dispositif. L'accompagnement de la reprise se fera au moyen d'instruments qui sont éprouvés. L'innovation, le tourisme, la recherche d'emploi seront ainsi en première ligne des secteurs appelés à être temporairement reboostés, si vous me passez l'expression. Enfin, pour assurer une revitalisation durable de notre économie, nous planchons notamment sur l'ajustement de certaines conditions cadres ou encore sur un catalogue de mesures liées à la numérisation et à la décarbonation. Mesdames et messieurs, si le bout du tunnel paraît en vue, disait un plaisantin, c'est que l'on regarde dans la mauvaise direction. En effet, bien d'autres défis se profilent, préoccupants. Je me contenterai aujourd'hui d'en évoquer 3 qui me paraissent également devoir retenir l'attention de notre parti. Il s'agit, et cela a été évoqué tout à l'heure, de l'approvisionnement énergétique, la collaboration internationale en matière de recherche et l'avenir des assurances sociales. Concernant l'approvisionnement énergétique, nous devons amorcer dans le domaine énergétique le virage d'une indépendance accrue. C'est d'autant plus nécessaire. C'est d'autant plus nécessaire que nos besoins en électricité ne vont pas baisser. Ce défi revêt une complexité folle, non pas tant en raison de l'absence d'un accord avec l'Union européenne que du fait du recentrage annoncé des intérêts nationaux dans ce secteur. La situation pourrait être critique dans quelques années déjà, ce qui appelle de notre part une réaction stratégique rapide. Différents scénarios ont été élaborés qui vont de l'absence totale de collaboration avec nos partenaires européens jusqu'à une participation standard de la Suisse au marché électrique continental. Ignorant pour l'heure celui qui prévaudra, nous devons planifier maintenant déjà notre sécurité d'approvisionnement à titre préventif. Cela comprend un certain nombre de mesures d'optimisation du réseau au niveau de la consommation et de la production. Un catalogue a été dressé à cet effet par Swissgrid et la Commission fédérale de l'électricité. Je ne veux pas rentrer ici dans les détails techniques, mais ce que je tiens à souligner, c'est qu'il n'y a pas de temps à perdre pour renforcer notre indépendance énergétique vis-à-vis de l'étranger. Concernant la collaboration internationale en matière de formation, vous le savez, le développement de la recherche, la circulation des savoirs sont eux aussi fortement dépendants de nos relations internationales. Et dans le cas précis, c'est plutôt bénéfique puisque l'intelligence est rarement fructueuse en circuit fermé. Si mon année de présidence s'achève sur un volume de contacts internationaux plutôt encourageant, il est néanmoins un domaine, le programme cadre de recherche et d'innovation de l'Union européenne, où je dois déplorer une situation inconfortable pour les cerveaux de notre pays. En effet, notre pays étant désormais considéré comme un pays tiers dans le domaine précité, ces chercheurs et innovateurs risquent d'être mis sur la touche. Ils peuvent certes toujours participer à des projets collaboratifs européens, à tout le moins à quelques 70% d'entre eux, mais aux frais de la Confédération et non plus de la Commission européenne. En revanche, et toujours pour les mêmes raisons, ils n'ont carrément plus accès aux appels à projets individuels. Nous allons prochainement présenter au Parlement des mesures transitoires pour pallier cette situation, en permettant à ceux de nos chercheurs qui auraient déjà obtenu un subside de projet dans le cadre du programme Horizon Europe de pouvoir poursuivre leurs travaux dans une institution basée en Suisse et grâce au financement direct de la Confédération. De façon plus générale,
nous devons continuer de prospecter et de rester ouverts à d'autres possibilités de collaboration scientifique, notamment avec le Royaume-Uni ou pourquoi pas avec l'Asie ou les États-Unis. Pour un petit pays très performant comme le nôtre, toutes les options de collaboration scientifique méritent d'être examinées sans tabou. J'en viens maintenant à l'avenir des assurances sociales. Pour dire quelques mots sur nos retraites, les modèles de revenus AVS faisant encore l'objet de différentes initiatives et le niveau des rentes du deuxième pilier étant lui aussi très disputé. Si ce débat est toujours très animé sur cet objet, c'est que les avis sont extrêmement tranchés, en plus d'être grippés entre un côté ou l'autre de la table politique. Chers amis, nous avons néanmoins une équation complexe à résoudre dans ce pays, liée notamment à l'évolution démographique et au vieillissement de la population. En effet, chaque année en Suisse, quelques 170 milliards de francs sont consacrés aux dépenses sociales, impliquant un transfert générationnel extrêmement pénalisant pour nos futures forces vives et pour l'avenir même de notre place économique. Dès lors, des adaptations sont inévitables. Elles passent notamment par le relèvement de l'âge de la retraite, faute de quoi nous allons nous retrouver face à un défi phénoménal et tenace. Je constate malheureusement que les fronts sont figés pour des raisons principalement idéologiques. On ne rend tout simplement pas service à la Suisse en ayant une vision obtuse des choses. Je vous invite par conséquent à être ouvert, à être créatif. Déshabiller Pierre pour habiller Paul n'est rien d'autre qu'une solution lose-lose, perdante-perdante. Chers amis UDC, mon année présidentielle touche à sa fin, mais ce n'est pas encore tout à fait l'heure du bilan. Quoi qu'il en soit, je veux déjà vous dire qu'il sera optimiste parce que c'est dans ma nature et parce que j'ai toujours eu confiance dans mon pays. Je suis sincèrement convaincu, et j'en ai les preuves chaque jour renouvelées, qu'une immense majorité de nos habitantes, de nos habitants, attache du prix à ce qu'il y en a réellement. Cela veut dire le travail, l'effort, le bien commun, l'état de droit, la sécurité, tous les bienfaits au fond qui cimentent la Suisse et constituent l'assise de la résilience que j'ai évoquée tout à l'heure. Cette ligne est aussi la nôtre, chers amis. Continuons donc de la suivre sans nous laisser bousculer. Pour paraphraser l'un des grands artistes français du XXe siècle, je le cite, « Il faut cultiver ce pourquoi on nous fait des reproches, parce que c'est l'objet même de ces reproches, parce que l'objet même de ces reproches, c'est ce qui fonde notre personnalité. » Et mesdames et messieurs, chers amis, on ne fait pas de bonne politique avec de bons sentiments. Je vous remercie de votre écoute, de votre appui renouvelé et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite d'Assemblée des délégués. Merci d'être venus ici à Montrichet, dans le canton de Vaud.